Donc je suis Christian Laval, je suis professeur de sociologie à l'université de Paris-Nanterre. Le titre est plus simple que ce que vous avez donné, on a simplifié un peu les choses. Nanterre est une université qui est juste à côté de Paris et qui a une tradition, qui est connue pour avoir une tradition de pensée critique au moins depuis sa création, c'est-à-dire depuis les milieux des années 60. Alors, le laboratoire dont nous sommes tous les trois membres, le Sophiapol, est un laboratoire qui, comme son nom l'indique, ou si on le décline, si on le décompose, est un laboratoire interdisciplinaire, sociologie, philosophie et anthropologie. Et parmi ces axes de travail, il y a le capitalisme au présent, dans lequel nous œuvrons. Pour présenter un peu notre travail plus largement, parce que ça importe pour comprendre un peu notre démarche et ce que nous allons dire. Il y a un certain nombre d'années, donc, avec Pierre, nous avons formé un groupe d'études qui s'est donné comme but le renouvellement de la pensée critique en réexaminant toute une série de postulats, de concepts, d'analyses classiques, afin de réactualiser en quelque sorte les éléments dont nous disposions, les outils intellectuels dont nous disposions pour comprendre le monde dans lequel nous étions et pour comprendre surtout ce qui nous arrivait. Et peu à peu, nous en sommes venus très naturellement, si je puis dire, à penser également les formes nouvelles, je dis bien nouvelles, des alternatives qui se dessinaient au cours des luttes, des mobilisations ou des expérimentations sociales, économiques et politiques. Donc nous avons, en gros pour résumer, deux grands axes. L'analyse du monde contemporain, des nouvelles formes du capitalisme et de la société dans laquelle nous vivons, et d'autre part, le développement de nouvelles formes et de nouveaux discours, de nouvelles pratiques alternatives. Alors, le premier axe, au fond, pour nous, ce qui a importé dans ce travail, c'était de comprendre ce que l'on devait entendre par néolibéralisme. S'agissait-il simplement d'une politique économique qui pouvait être changée assez facilement? On pourrait passer d'une politique néolibérale à une politique keynésienne, une politique de l'offre à une politique de demande. S'agissait-il de cela? S'agissait-il d'un retour au classique du libéralisme économique, un retour à Adam Smith, ou bien s'agissait-il d'autre chose? Est-ce que le néolibéralisme ne concernait que l'économie, ou est-ce que ça concernait l'ensemble des rapports sociaux? Est-ce que ça concernait l'État, etc. Il y a eu toute une série de débats, en particulier dans les mouvements écologistes, altermondialistes ou des partis de gauche en France, autour de la nature du néolibéralisme. Et nous nous sommes en quelque sorte inscrits dans ce débat-là en nous appuyant, en faisant un travail qui a donné lieu à une publication qui s'appelle La Nouvelle Raison du Monde, un livre qui s'appelle La Nouvelle Raison du Monde, essai sur la société néolibérale, où nous avons montré, ou essayé de montrer, en faisant toute l'histoire, en refaisant l'histoire du néolibéralisme, que nous avions affaire à une logique normative globale qui comportait deux dimensions principales. D'une part, la généralisation de la norme de la concurrence à l'ensemble de la vie sociale, et pas seulement dans le domaine économique stricto sensu, donc extension de la norme de la concurrence qui se lie, qui se voit à travers la valorisation constante et dans tous les domaines de la compétition. On a en particulier observé ça dans le monde universitaire, dans le monde scolaire, mais aussi dans le monde de la santé. Et puis, le deuxième pôle ou pilier du néolibéralisme, c'est le modèle de l'entreprise. Donc, nous avons affaire à une logique générale qui vient de loin, qui a été mise en place théoriquement dès les années 1930,
qui a gagné de façon assez souterraine d'abord toute une série de milieux, de politiques, économiques, etc., pour finalement apparaître en plein jour dans les années 70 et 80. Ce qui a été très important, je dirais, pour nous et pour les lecteurs du livre, ce qui a donné lieu à de multiples débats, c'est un point très particulier. La conception courante que beaucoup de milieux entretenaient du néolibéralisme consistait à dire qu'il s'agissait d'une extension du marché et d'un repli de l'État, ce qui entraînait ipso facto l'idée selon laquelle il fallait redonner de l'ampleur, de la marge, du périmètre à l'action publique. Ce que nous avons essayé de montrer, c'est que le néolibéralisme était beaucoup plus complexe que cela, qu'il s'agissait, comme d'ailleurs on pouvait le lire dès les années 1930, d'une nouvelle forme d'intervention de l'État. L'État ne se retire pas, il intervient, il agit autrement. Et il agit en construisant des marchés, en étendant certes la logique de marché, mais par une intervention de l'État. C'est-à-dire que les moyens publics, les dispositifs de l'action publique sont mis au service de cette extension de nouvelles formes sociales. D'où, pour nous, le point clé de notre travail sur le néolibéralisme. L'État, donc, est un État néolibéral, en ceci qu'il agit sur la société pour la transformer. L'État est un acteur de la transformation sociale dans le sens de la norme néolibérale. Voilà, ce qui permet de clarifier les choses, de montrer que l'État n'est absolument pas neutre dans ce qui nous arrive. Et plus encore, pour agir sur la société, l'État est amené à se transformer lui-même, c'est-à-dire à incorporer en son sein la logique du marché. Donc, à la fois, il la produit dans la société, et en même temps, il se transforme en incorporant, en intégrant cette logique de marché, c'est-à-dire en créant des agences quasi privées ou officieuses d'évaluation, par exemple, en établissant des rapports de concurrence entre ses propres établissements, ses propres agences, etc., etc. Par exemple, je citais l'hôpital, je pourrais citer l'éducation, l'enseignement supérieur. Il agit en mettant en place très clairement des mécanismes de concurrence entre les établissements, par exemple en construisant des instruments de marché internes, comme par exemple des palmarès, des mesures, des systèmes de mesures pour comparer les résultats des établissements, etc., etc. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Alors ceci a évidemment un rapport avec ce que nous appelons en France le monde associatif, l'économie sociale et solidaire, qui s'était proposé, et qui se propose toujours, je dirais officiellement, dans son discours officiel, de produire du bien commun par l'action collective. C'est la définition qu'en donnent Chagnial et Laville. Certes, il y a dans ce monde associatif des logiques d'opposition très claires, de résistance à la diffusion de la norme néolibérale et du modèle entrepreneurial. Mais en même temps, les choses se sont compliquées avec la politique néolibérale dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que je parlais du modèle de l'entreprise. C'est évident que l'État, en matière sociale, dans tous les domaines, dans le domaine de ses propres établissements publics, mais aussi dans le champ social, a mis en place des modes de concurrence par les appels d'offres, par exemple, par le fait que les financements ne sont plus pérennes, mais sont distribués
en fonction donc d'une série d'appels de projets, enfin de dispositifs de ce genre, de mécanismes d'évaluation, etc., etc. De sorte que les associations, de plus en plus, surtout au niveau local, mises en concurrence les unes avec les autres, sont amenées à incorporer le modèle de l'entreprise. Parce que je n'ai pas suffisamment insisté tout à l'heure peut-être sur le fait que modèle de marché, c'est-à-dire modèle concurrentiel, et forme entrepreneuriale sont évidemment complémentaires. À partir du moment où on insuffle le modèle, la norme de la concurrence dans le champ associatif, évidemment, on encourage les associations, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, à se doter d'instruments de type entrepreneurial, de méthodes de gestion, de méthodes de gouvernance, comme le terme est de plus en plus adopté, je l'utilise, ce qui signifie bien effectivement qu'on a quelque chose qui, de plus en plus, est assimilable à de l'entreprise. Avec ceci en plus de particulier, c'est que l'État néolibéral, c'est aussi un État qui cherche à réduire d'une certaine façon la dépense sociale et trouve dans le monde associatif finalement une zone, je dirais une sorte de fonction publique à bas prix, avec des salaires beaucoup plus bas que dans la fonction publique, comme si au fond ce monde-là, ce monde associatif devait être une fonction publique de seconde zone, si je puis dire, de travailleurs pauvres, travailleurs appauvris, qui feraient le même travail de réparation sociale que celui qui était avant mis en œuvre par l'État social. Donc, pourquoi aujourd'hui la thématique du commun a-t-elle autant d'écho dans le monde de l'économie sociale et solidaire en France? On a longuement discuté avec Jean-Louis Laville sur ce point-là, avec beaucoup d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi aujourd'hui la catégorie de commun social devient-elle de plus en plus courante dans ces milieux-là? Alors ça ne tient pas à l'effet de notre livre, dont parlera Pierre tout à l'heure. Je pense que ça tient au fait que le sens même, la signification profonde de l'économie sociale et solidaire, en tout cas la signification donnée par beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, trouve dans ce concept de commun un point de résistance. Un concept qui redonne donc un sens plus fort à l'action sociale, et en même temps dit mieux que l'expression économie sociale et solidaire aujourd'hui dévoyée, ce qu'il faut faire, ce qui est une vraie politique de résistance à la norme néolibérale. Alors commun, donc, aujourd'hui est un terme proliférant. Il veut dire plein de choses à la fois. Nous avons, quant à nous, essayé d'élucider ce concept-là, qui n'est pas de notre fait. Ce n'est pas nous qui avons proposé ce terme-là. Nous avons, dans notre travail, été à l'écoute de ce qui se disait dans les mouvements sociaux, les mobilisations politiques de type occupation des places, mais aussi dans des expérimentations qui se faisaient ici ou là, en particulier dans le monde numérique. Depuis une vingtaine d'années au moins, l'expression de commun est une expression qui dit une résistance, qui dit une forme de résistance à la fois intellectuelle et pratique. Mais étant donné la prolifération du terme, les conceptions différentes que les uns et les autres y mettent, il nous semblait très important d'en dégager finalement le principe politique qui nous semblait être à la fois le plus authentique et le plus efficace politiquement. Donc cet ouvrage commun est un ouvrage de proposition politique
Et l'une des propositions politiques consiste justement porte sur l'économie sociale et solidaire. Elle consiste, au fond, à dire aux acteurs de ce milieu-là qu'ils ont, d'une certaine façon, raison d'en revenir à l'idée que l'action sociale est une production de commun, mais en entendant par là l'organisation, le gouvernement, si je puis dire, d'une mise en commun de ressources à destination de la société pour un usage collectif. Je veux dire que c'est, au fond, ce qu'on peut entendre dans la définition de l'association. Ils ont raison de renouer, comme le font Laville et Chagnal, avec la tradition du socialisme associationniste du XIXe siècle, qui, d'une certaine façon, avait ce projet d'organiser démocratiquement, en se donnant des règles démocratiques, de gouvernement, en se donnant comme but une production à destination de tous. Ils ont raison également de résister à la logique, à la norme néolibérale. Mais ce que nous leur disons, et c'est ce qui est en train de se faire, il faut aussi renouveler les concepts. Il faut aussi, pour clarifier, je dirais, les choses, pour bien séparer ce qui est lié à l'offensive néolibérale, c'est-à-dire tout ce qui relève aujourd'hui de l'entrepreneuriat social, il faut, pour bien séparer ça, le mettre à part, trouver donc des concepts nouveaux. Et pour nous, donc, commun, en tant que concept politique, en tant que concept de la résistance, mais aussi de l'alternative, nous paraît être celui qui, je dirais, se présente, comment dire, de la manière la plus simple, comme celui qui peut redonner du sens à ce que les acteurs sociaux, les acteurs de l'économie sociale et solidaire font. Alors je passe la parole à Pierre qui va, lui, se centrer sur ce principe de commun. Merci. Merci de cette transition. Oui, pour revenir donc en face. D'accord. Pour revenir donc à la présentation de ce terme, puisque c'est le titre un peu de l'ouvrage et qu'on attache une grande importance à la façon dont on a élaboré le titre, c'est-à-dire en le rendant le plus simple possible, sans article défini au singulier. Je crois qu'il est important d'abord en effet de se convaincre de la pluralité et de la grande diversité des formes de commun aujourd'hui, de par le monde. Christian a parlé beaucoup du secteur associatif et des communs sociaux, mais il faut savoir que si on regarde le développement et la prolifération en effet des communs aujourd'hui de par le monde sur tous les continents et à travers toutes les formes possibles et imaginables, on s'aperçoit qu'il y a des types de communs qui sont très différents. Mais ce que nous avons voulu faire, nous, c'est plutôt mettre en évidence ou valoriser justement ce qui était commun aux communs, commun aux différents communs au pluriel. Et pour le dire d'un mot comme ça, il y a des communs qui sont des communs ruraux ou agricoles. Enfin, je ne sais pas, par exemple, je pense à Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone qui est quand même assez étendue puisque c'est un territoire de quelque chose comme 1000 hectares, essentiellement centré autour d'agriculteurs qui étaient là depuis le début, avant même que le projet de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport, ne soit élaboré. Bon, vous avez des communs, vous avez beaucoup de communs urbains qui se sont développés dans des pays très différents, notamment, en effet, dans certaines expériences. Alors, je pense à l'Espagne, avec le mouvement du 15M en 2011. Je pense à ce qui s'est passé ensuite dans d'autres pays, ou toujours autour des places à l'intérieur des villes. Ça pouvait être des places, ça pouvait être des édifices particuliers, ça pouvait être grâce à des occupations, des conversions d'édifices ou de bâtiments avec une nouvelle destination que leur destination d'origine. Ça pouvait être une reprise ou une occupation d'un bâtiment qui avait été de fait abandonné
avec une affectation tout à fait différente de celle à laquelle les bâtisseurs avaient pensé. Bon. Et il y a des choses comme ça qui sont vraiment très très différentes. Il y a les communs numériques, il y a les communs de connaissances, les communs d'information, dont Christian a parlé de façon très très allusive. Donc c'est des sortes de communs. Il faudrait d'ailleurs, pour être juste, considérer aussi, il y a certaines luttes de par le monde aujourd'hui qui nous mettent en présence assez brutalement de la réalité de ces communs-là, de ce qu'on pourrait appeler les communs coutumiers, qui sont ceux des peuples autochtones ou des peuples premiers. Et ce sont des communs qu'il importe aussi de prendre en considération, et certainement pas de considérer comme étant quelque chose de marginal, qui n'a pas grand-chose à voir avec le mouvement d'ensemble des communs. On le voit parce que dans un certain nombre de pays, alors je pense à l'Amérique latine particulièrement, ce sont des communs qui sont directement heurtés et frappés et saisis par des logiques qui sont des logiques hyper productivistes et qui sont des logiques de profit. Je pense en particulier à un gouvernement qui a été présenté, et s'est présenté lui-même comme un gouvernement progressiste, c'est le gouvernement de Correa en Équateur, qui n'a pas hésité à faire donner l'armée avec les chars, les hélicoptères, les troupes contre les Indiens à choix, contre une communauté qui est établie justement dans une zone depuis très très longtemps. Et là, c'était pour céder des droits à une société chinoise d'extraction minière. Alors, vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses comme ça. On a parlé du Dakota du Nord, c'est plus proche de nous géographiquement, ici en tout cas, à cause de ce qui s'est passé justement avec Trump et avec la politique délibérée de construction de ce fameux pipeline d'acheminement comme ça alors je crois que c'est du pétrole de schiste, hein, donc pour le conduire sur la région est des États-Unis. Là aussi, on s'aperçoit que ça percute et que ça heurte de front la logique d'un certain nombre de communs qui ont pour eux d'être coutumiers, mais ce n'est pas parce qu'ils sont coutumiers qu'il faut les considérer comme étant mineurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment des formes de résistance extrêmement diverses. Et finalement, ce n'est pas du tout le hasard, c'est pas du tout une coïncidence. C'est parce que, comme Christian l'a dit, on a une gouvernance néolibérale qui fonctionne au principe de la concurrence et au principe de l'entreprise et qui est amenée à heurter justement tout ce qui prend la forme d'un commun, quelle que soit la forme que ça prend. C'est très polymorphe, c'est vraiment extrêmement diversifié, mais il nous paraît qu'il y a une logique qui, elle, est assez finalement unifiée, hein, malgré cette diversité de formes. Alors qu'est-ce que c'est que cette logique-là? C'est pas une logique d'homogénéité, c'est une logique donc, qui est unifiée malgré la diversité des formes dont j'ai parlé. Et nous en sommes revenus, pour comprendre cela, à la notion de commun elle-même, qu'on avait un petit peu tendance à délaisser, peut-être parce qu'il y a un certain nombre de mouvements qui, au XXe siècle, se sont présentés comme étant des champions du commun et qui, en fait, promouvaient surtout le triomphe du principe de l'État. Et ça nous a semblé justement quelque chose d'extrêmement critiquable parce que c'est quelque chose qui a contribué à ruiner ou à disqualifier l'idée même de commun. Le fait que pendant des décennies, finalement, le commun a été confondu avec le monopole de la gestion étatique. Voilà. C'est malheureux à dire, mais il faut le prendre en compte lorsqu'on réfléchit sur le commun. Et le seul moyen d'arriver à débrouiller tout ça et à soustraire le commun à cette espèce d'histoire assez négative, c'est de reprendre à la base, c'est-à-dire de comprendre ce que le terme signifie. Et le terme signifie, c'est un terme qui est un terme latin, un terme romain, qui signifie d'abord l'idée d'une co-obligation. Parce que munus, c'est d'abord et avant tout l'obligation qui naît justement de la façon dont quelqu'un s'acquitte d'une charge publique. Et ça signifie en latin que celui qui justement est en charge d'un munus, il a une charge qui lui impose des devoirs. Et en particulier, il doit s'interdire toute appropriation privée. Il n'a pas, lui, à confisquer cette charge à son profit, à la détourner, bon, comme on peut le faire, et ça ne date pas d'hier. Il a au contraire à honorer le caractère public de cette charge. Et ça dit ça, commun, ça dit ça, co-obligation, cum munus. Alors déjà, le fait de revenir à la signification originelle du terme, ça nous apprend beaucoup de choses sur le détournement, c'est-à-dire sur la façon dont ce terme-là a été finalement tiré dans divers sens, mais de telle manière qu'on a perdu complètement la signification originelle. Alors, co-obligation, ça impose de rechercher finalement qu'est-ce qui est de nature à co-obliger, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de nature à obliger collectivement? Qu'est-ce qui est de nature à obliger les gens, une collectivité, une communauté, à agir d'une certaine manière et pas d'une autre? Bon. Et si on réfléchit, on s'aperçoit que justement, derrière ça et derrière toutes les expériences de commun de par le monde que je n'ai fait qu'effleurer, il y a une exigence très très forte de démocratie, qui est l'exigence
d'une coparticipation aux affaires publiques, quelle que soit la signification qu'on donne exactement à affaires publiques. Mais si on prend l'expression au sens le plus large, ça signifie qu'il ne peut y avoir d'obligation collective légitime que celle qui est fondée sur la participation de tous à une même activité. Voilà. Nous, le principe du commun tel qu'on le comprend, c'est exactement ça. Et vous voyez qu'à ce moment-là, tout de suite, derrière le commun, on fait surgir, c'est pour ça qu'on aime bien articuler le singulier et le pluriel, le commun au singulier et les communs au pluriel, parce qu'à la fois, il faut faire droit à la pluralité, il y a une diversité de formes, et en même temps, il y a un principe, et ce principe, c'est celui de la démocratie dans sa forme la plus radicale, c'est-à-dire, on peut dire démocratie directe, bien sûr, on peut dire démocratie participative, mais démocratie participative, ça a ceci d'insatisfaisant qu'on pourrait parfaitement se dire qu'il existe à côté de la démocratie participative une autre démocratie qui est complémentaire et qui n'est absolument pas du tout en contradiction avec la première et qui s'appelle la démocratie représentative. Or, telle n'est pas du tout notre conception, parce que si on examine de près l'expérience des différents communs dont j'ai parlé, on s'aperçoit qu'il y a une aspiration très forte à la coparticipation, c'est-à-dire à la démocratie, sous la forme la plus radicale, c'est-à-dire celle qui a été par exemple expérimentée par le mouvement du 15e en Espagne. Vous avez sans doute entendu parler de ce slogan-là ou de ce mot d'ordre-là au début, en 2011, c'était « Ils ne nous représentent pas ». C'était d'ailleurs pas « Ils ne nous représentent plus ». Ce n'était pas « Ils nous ont représentés, mais maintenant c'est fini ». C'était « Ils ne nous représentent pas ». Et dans les rangs même du 15e, en Espagne, il y avait une discussion sur le point de savoir quelle était exactement la signification qu'il fallait donner à ce mot d'ordre-là. Et beaucoup de gens ont dit, mais ils ne nous représentent pas, ça ne signifie pas qu'ils pourraient nous représenter ou qu'ils nous ont bien représentés, ça signifie que nous ne sommes pas représentables. Ça signifie que nous exigeons de prendre en main nos propres affaires comme concitoyens et comme citoyens, et que par conséquent, nous voulons non seulement avoir droit au chapitre, mais participer au processus de délibération, au processus de décision et au processus de mise en œuvre et d'exécution de la décision. Voilà ce que ça voulait dire. Le principe, ce qu'on appelle nous le principe du commun, finalement, c'est ça. C'est cette exigence-là d'une démocratie au sens le plus radical du terme, qui implique effectivement qu'on puisse bien sûr avoir affaire à des délégués, mais certainement pas à des représentants. C'est un philosophe français, Castoriadis, qui a attiré l'attention sur cette distinction-là entre représentants et délégués, en mettant en évidence qu'un délégué restait soumis finalement à l'action collective de ceux qu'il avait désignés ou élus, c'est-à-dire que finalement il gardait toujours la possibilité de lui dire on n'est pas content, tu t'en vas et puis on met quelqu'un d'autre à la place. Donc il était élu et révocable, alors qu'un représentant par définition c'était quelqu'un qui pouvait faire exactement ce qu'il voulait pendant la période, ça peut être 4-5 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être plus, le cas échéant. Et à ce moment-là il ne se sentait pas lié du tout, puisque de toute façon il suffisait qu'il arrange les choses pour être réélu la fois suivante, au besoin en trafiquant un petit peu les conditions qui avaient présidé à son élection. Mais bon, donc l'idée, finalement, il y a une critique de fond de la représentation politique. Voilà. De l'idée qu'une petite minorité de politiciens professionnels peut s'arroger le droit de représenter la majorité. Comme si une petite minorité pouvait, surtout une oligarchie, parce que c'est une oligarchie, pouvait s'arroger le droit comme ça d'agir et de parler au nom de tous, au nom de la majorité, sous prétexte qu'ils avaient été élus. Et maintenant, ce qui est singulier d'ailleurs dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a un appauvrissement tel de la notion de démocratie que la plupart du temps, ce qu'on vous sert sous le terme de démocratie, c'est les élections. On vous dit, ah mais vous n'êtes pas content. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas d'élections, puisqu'il y a des dictatures. La démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les citoyens élisent les dirigeants. Point, c'est tout. Voilà. Et à chaque fois que vous exigez, vous dites mais non, ça ne suffit pas parce que la démocratie, ça requiert la coparticipation, eh bien on vous dit si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à regarder dans l'autre pays, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne se comportent pas bien. Et en effet, les exemples ne manquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas, je prends Erdogan comme ça en Turquie récemment, et ça fait déjà depuis quelque temps qu'il essaie en effet de réaliser un projet longuement et mûrement médité, il y a de ça plus de 15 ans. Mais voilà un exemple en effet de quelqu'un qui procède, comment dirais-je, en essayant d'investir la coquille vide de la démocratie électorale ou parlementaire, et puis qui ensuite, petit à petit, décret après décret, mesure après mesure, modifie de l'intérieur pour que vraiment la coquille vide ne soit même plus simplement vide, mais brisée. Voilà. Donc ça c'est effectivement un argument qui est assez souvent servi. Mais justement, il nous apparaît comme étant très important de revenir à cette aspiration à la démocratie. Voilà. C'est le point de départ. C'est l'idée que finalement, n'est citoyen au sens plein du terme
que celui qui peut participer à ces processus-là. Et qu'on ne dise pas, justement, il y a beaucoup de gens qui sont... Alors, aujourd'hui, c'est très à la mode, les référendums, comment ça, vous n'êtes pas content? Et puis, je me souviens de l'argument de Fillon, candidat malheureux à la présidentielle française à propos de Notre-Dame-des-Landes. Mais vous avez eu un référendum, de quoi vous plaignez-vous? Bon. Et voilà, mais en général, les référendums, on les trafique aussi en dessinant un périmètre qui arrange les partisans du maintien du projet de construction de l'aéroport. Bon, voilà, tout est comme ça. Et finalement, on vous demande votre avis, vous dites si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est tout. Voilà, ça s'appelle, pour beaucoup de gens, entre guillemets, qui justement exercent et confisquent à leur profit le monopole du pouvoir effectif et du pouvoir de décision. Voilà ce que c'est que la démocratie. Non, justement, c'est pas le référendum. La véritable démocratie, c'est pas les élections, c'est pas le référendum. C'est le fait de pouvoir participer de plein droit à un processus qui va de la délibération à l'exécution de la décision. Et par conséquent, c'est un pouvoir effectif de contrôle sur ceux qui sont délégués à certaines fonctions à titre provisoire et temporaire. Voilà. Il faut rappeler ça aujourd'hui parce que c'est très important. Quand on entend parler de démocratie, il n'y a rien de plus horripilant que d'entendre ce terme-là vidé complètement de son contenu par des gens qui ne songent qu'à une chose, c'est faire taire finalement toute contestation, toute résistance et toute opposition. Voilà, donc c'était pour présenter assez brièvement, je n'irai pas plus loin, ce que nous appelons le principe du commun, mais il nous semble que c'est un principe qui vaut par sa valeur d'alternative. C'est-à-dire que c'est un principe pour nous qui est un principe alternatif à cette espèce de dualité infernale dans laquelle on veut encore enfermer les gens, qui est la dualité de l'État et du marché, à laquelle Christian a fait allusion. Et on vous dit, ah ben, c'est soit l'État, en général, si vous êtes pour l'État, vous êtes de gauche, et soit le marché, et si vous êtes pour le marché, vous êtes de droite. Voilà, c'est cette espèce de chantage dans lequel on enferme absolument toute réflexion politique, ce qui est assez déprimant et désolant, alors que le commun apparaît justement comme étant un principe de construction d'une alternative. Parce que finalement, derrière ces deux termes, l'État d'un côté et puis le marché de l'autre, vous avez une logique qui est propriétaire. La logique de l'État est une logique propriétaire, c'est une logique de la propriété étatique, mais c'est une logique propriétaire. Et vous avez une logique du marché qui est une logique propriétaire, c'est la logique de la propriété privée. Mais finalement, il arrive assez souvent, on le voit aujourd'hui dans un certain nombre de domaines et d'affaires, que les deux fassent très bon ménage et se renforcent réciproquement, précisément parce que ce sont deux logiques propriétaires. Et nous, il nous semble que le commun, c'est précisément une alternative à toute forme de logique propriétaire. C'est pour ça que ce n'est pas ou l'État ou le marché, sinon fermez votre... C'est le commun, au-delà de l'alternative viciée et complètement artificielle qui est l'alternative entre l'État et le marché. Voilà, je présente ça comme ça rapidement, mais pour que ça soit dit de façon très claire et appuyée, et voilà, mettre les points sur les i. Bon, alors maintenant... Merci. Brièvement, je vais essayer de situer l'importance du travail de Christian et Pierre dans une réflexion qui voudrait se situer au Québec, comme celle que j'essaie de mener avec d'autres. D'abord pour dire que là, on est ici en 2017, 5 ans après les événements de 2012. Il ne faut pas l'oublier qu'au fond, on est encore dans les vaguelettes, les ondes de choc de cet événement de 2012 qui reste quand même une des crises sociales et un des mouvements sociaux les plus importants, sinon le plus important de notre histoire récente. Donc, on n'est pas sorti de ça. La preuve, c'est qu'il y a des états généraux sur l'enseignement supérieur la semaine prochaine à Québec, le 18-19 mai, qui ont été initiés suite à 2012. Donc, on est encore dans le contre-coup, je dirais, de cet événement. Et au moment où 2012 a terminé, j'ai participé avec d'autres personnes à un numéro de la revue de l'Université Laval, Recherche sociographique, où on se posait la question du bilan, en quelque sorte, un peu à chaud des événements. Et tout le monde était un peu enthousiaste et disait « Ah, c'est merveilleux, la grève 2012, c'est formidable ». C'était effectivement formidable, donc ils avaient raison de dire ça. Mais moi, j'étais un peu rabat-joie et je me suis fait reprocher à l'époque parce que c'est Olivier Klein qui dirigeait le numéro qui m'a dit « Ben alors, Eric, pourquoi tu es rabat-joie, tu sais? Bon, parce que j'avais dit dans le texte que j'avais écrit, c'est formidable 2012, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas allé au bout de la chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est exprimé là, on pourrait appeler ça un désir de commun, disons ça comme ça, et qui n'a pas réussi à se traduire dans la durée. C'est-à-dire qu'un des grands défis de la chose, c'est pas seulement d'exprimer l'espérance. Parce que c'est pas juste l'éducation en 2012, hein, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est vraiment, on sent là-dedans, tu sais, Gaston Miron qui ressort, etc. Il y avait toute une sorte de charge où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est désiré par la population du Québec
et qui s'oppose, grosso modo, à ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme, Jean Charest, puis même le PQ, puis le blocage de la société québécoise. Il y a quelque chose de bloqué, et là, vous avez une énergie qui pousse dans l'autre sens et qui espère que les contradictions de la société soient dépassées vers une forme de société plus émancipatrice et une forme de communauté davantage commune que celle que nous avons. Bon, donc ce désir de commun s'est exprimé. Mais, fait curieux, d'abord, quand le truc finit, comme en 2005 d'ailleurs, la coalition des étudiants se dissout. Elle vole en fumée. Et par la suite, on cherche la trace dans des transformations, je dirais, durables dans les institutions de la société de ce mouvement d'une importance incommensurable. Qu'est-ce qui reste comme trace dans, je dirais, dans l'objectivité des institutions? Bien peu de choses, au fond. Bien sûr, des idées dans la tête de plein de gens, des espoirs, des textes, des scrapbooks, plein de choses. Mais qu'est-ce qui a bougé dans ce que Fernand Dumont appelait l'organisation? Peu de choses. Alors, c'est comme si vous avez d'un côté l'expression d'une espérance, puis de l'autre côté, un blocage. Et donc, ça, c'est la première. Et là, qu'est-ce qui arrive après? Vous avez 2015. Vous irez lire l'entrevue, si ce n'est pas fait déjà, d'Alain Deneau, dans la revue Liberté, avec des militants-militantes de 2015, où on essaie de recréer le mouvement. Et là, on essaie de recréer le mouvement, mais sur une base complètement anti-institutionnelle. C'est-à-dire qu'on se méfie de tout ce qui ressemble à une institution. Et à cause de ça, le mouvement, en 2015, il s'est complètement effondré. Il n'a pas fonctionné. Et donc, le problème, dans les deux cas, reste le même. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'énergies qui grouillent et qui circulent, des espoirs qui circulent, mais il y a une difficulté de traduire ces énergies dans des institutions qui durent dans le temps. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, pour parler un peu comme Jonathan Livernois dans Remettre à demain, les choses sont là, mais elles ne se terminent jamais. On initie des projets de transformer la société, puis après ça, ça retombe. C'est comme un soufflet qui se dégonfle. Ça finit jamais par arriver au bout. Donc, dans ce contexte qui est celui que j'appelle, moi, blocage de la société québécoise, l'importance d'un livre comme commun, quel est-il? D'abord, je reviens un peu en arrière parce que Christian en a parlé. Le premier ouvrage qui m'a vraiment marqué, c'est La Nouvelle Raison du Monde, l'ouvrage qu'ils ont fait tous les deux sur le néolibéralisme. Moi, je fais partie des gens qui ont construit l'IRIS, l'Institut de recherche d'information socio-économique, entre autres choses. Et je peux vous dire que quand on a lu cet ouvrage, ça a vraiment ouvert notre perspective sur notre compréhension du néolibéralisme. Tous les collègues qui sont à l'IRIS peuvent vous le dire. Quand on a lu ça, on est tombé en bas de notre chaise parce que nous-mêmes, on parlait en termes de désengagement de l'État, un peu comme tout le monde. Alors, on s'est dit, mais c'est une mauvaise manière de le dire. Ils ont raison de présenter le néolibéralisme comme une rationalité générale qui est un système de normes, qui est une manière de réinstituer des nouveaux rapports sociaux sur la base de la concurrence. Donc, on ne peut pas dire que l'État n'agit pas. L'État est très actif pour produire de la norme. C'est un projet politique et institutionnel dévié, mais néanmoins, il y a une perspective ici beaucoup plus sociologique, je dirais, de ce que ça veut dire le néolibéralisme. Alors, pour nous, ça a été d'une grande importance. Mais quand on lit donc un ouvrage comme La Nouvelle Raison du Monde, il est certain qu'on en arrive, puis c'est un peu ça que vous faites à la fin de La Nouvelle Raison du Monde, si le néolibéralisme est une grande rationalité d'ensemble qui transforme toutes les institutions, les rapports sociaux, on ne peut pas y résister seulement par la résistance. Dire qu'on est contre, faire des manifestations, chialer, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais tant qu'on ne remplacera pas les institutions, la normativité, la rationalité d'ensemble de la totalité néolibérale, on ne fera rien. Or, le problème, et je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que la plupart des gens qui sont dans des mouvements comme 2012, par exemple, ou 2015, se méfient de tout ce qui serait, je dirais, cristalliser ou objectiver une institution parce qu'ils ont l'impression que dès que ça prend l'échelle d'une institution, on va perdre le contrôle dessus. Et donc, c'est comme s'il y avait d'un côté l'action politique militante ou révolutionnaire, puis de l'autre côté, les méchantes institutions. Et là, ils arrivent avec ce livre qui s'appelle Commun, qui dit justement, on a une idée, nous, à vous proposer pour ce que serait une rationalité politique d'ensemble pour transformer la société. Et notre idée, c'est qu'il faut renouer notamment avec Castoriadis, qui est un auteur extrêmement important qui, malheureusement, est trop peu cité au Québec, mais Castoriadis, il faut absolument retourner à ça. Alors, ils disent, au contraire, la gauche doit penser qu'elle va gagner contre le néolibéralisme si elle construit des institutions alternatives et qu'elle produit elle-même des règles de droit, pas pour reproduire les structures capitalistes ou bourgeoises. Vous avez entendu que ce n'est pas du tout ça, mais que c'était très clair. Mais qu'elle ne peut pas simplement se cantonner à dire on refuse tout, on casse tout, puis au fond, on exige juste comme pure spontanéité ou comme pure expression de la colère. Il faut que ce mouvement puisse se traduire dans quelque chose comme une création durable dans le temps d'institutions alternatives émancipatrices qui vont permettre donc de dépasser le stade de la protestation dans véritablement la production d'une rationalité de remplacement.
Et ça peut être assez important, particulièrement ici, je sais qu'on parle à des gens qui sont intéressés par le communautaire, on nous a dit ça, par l'économie sociale. Hier, on était avec des gens aussi de l'économie sociale à Montréal, avec Nancy Nimtam, avec des gens aussi qui travaillent au niveau urbain dans l'espace Esplanade à Montréal. Et ils nous ont dit, après la présentation de Pierre et Christian, « Ah, mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression, nous, il y en a un qui m'a dit, j'ai l'impression que je suis prisonnier du modèle de la coopérative, j'arrive pas à penser à autre chose, je suis comme prisonnier d'un imaginaire ou d'un vocabulaire, j'arrive plus à en sortir. » Alors eux, ils arrivent avec cette idée de le commun comme une nouvelle manière de penser des institutions émancipatrices par lesquelles des gens se mettent ensemble pour produire ensemble des règles, des institutions, puis prendre soin d'un territoire ou encore une ressource naturelle ou une forêt ou un théâtre, n'importe quoi, mais que ces trucs-là peuvent être des modèles d'organisation nouvelles. C'est rafraîchissant parce que conceptuellement, ça dépasse le langage habituel justement des coops ou de ce à quoi on est habitué. Donc, il faut absolument, si vous êtes dans ces milieux-là, lire ce livre. Ou si vous n'avez pas le temps, malheureusement, le résumé que j'en ai fait sur le site de l'IRIS peut servir comme un palliatif. Mais je vous encourage à lire le livre lui-même et aussi La Nouvelle Raison du Monde parce que moi, en tout cas, ça nourrit vraiment beaucoup ma réflexion que ces deux ouvrages. Et ils sont des ouvrages d'une ampleur assez peu commune et d'une profondeur et d'une rigueur et d'une richesse. Hein? Donc, c'est des ouvrages d'une grande qualité. Donc, il faut absolument, je ne veux pas trop vous flatter, mais il faut quand même lire ces livres-là. Et ça pose donc la question de comment est-ce qu'au Québec, on pourrait penser que le principe du commun pourrait aider des gens qui soient dans le milieu militant, comme j'ai parlé tantôt, ou dans le milieu, c'est un peu relié aussi, dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, comment ce principe-là pourrait aider à rafraîchir la réflexion sur les pratiques. Et à la fin du livre, il y a toutes sortes de propositions sur comment on pourrait articuler des niveaux locaux, plus national, régional, international. Hein, et c'est sûr qu'on a quand même des discussions parce que moi, c'est sûr que je regarde ces phénomènes-là à partir de quelqu'un qui a d'abord été proche de Michel Freytag, que vous connaissez peut-être. Donc, ma lecture de la société est beaucoup influencée par ce que Freytag disait, par exemple, dans l'impasse de la globalisation sur la mondialisation ou dans le livre L'abîme de la liberté sur la liberté. Et puis moi, je m'associe aussi beaucoup à une tradition qu'on pourrait appeler l'indépendance et socialisme, hein, celle de parti pris, qui déjà à l'époque disait que le but de l'histoire, c'est de réaliser la personnalité québécoise dans l'objectivité. Donc déjà, il y avait cette idée que la société québécoise doit être capable de réaliser la personnalité de ce qu'elle est dans des formes qui lui ressemblent. Donc c'est la même idée de traduire dans des formes institutionnelles. Il y avait déjà ça à parti pris. Donc moi, je m'inscris beaucoup dans cette tradition. Donc, comment on peut articuler donc cette perspective ni marché ni État sans pour autant, pour ma part, passer à la trappe la question nationale, de la culture. Comment relier ces questions-là entre elles? Alors, moi, c'est un peu là où j'en suis dans ma tête, c'est-à-dire comment prendre le travail que Pierre et Christian nous amènent et le raccorder avec ces questionnements-là qui me viennent de Freytag, puis aussi de la tradition de lutte québécoise qui est, disons-le, où la question sociale et la question nationale ont toujours été entremêlées dialectiquement. Comment est-ce qu'on peut faire des réflexions entre ces choses-là, commun, communauté? Donc, on est un peu là. Quand on discute actuellement, c'est pas mal des réflexions qu'on a. Tout ça, j'arrête de vous bassiner avec ça. C'est juste pour dire qu'au fond, ce qu'ils ont fait dans les deux livres dont j'ai parlé, principalement, il y a d'autres livres, hein, il y a le livre sur Marx, mais dans les deux livres qu'on vous conseillerait de lire d'abord, déjà vous en aurez pour un beau bout de temps, avec La Nouvelle Raison du Monde, puis avec Commun, si ce n'est pas déjà fait. Mais déjà là-dedans, il y a quelque chose qui a le mérite d'ouvrir une fenêtre pour sortir des cadres établis dans la réflexion à gauche. Parce que, notamment sur la question, je reviens là-dessus, de l'anti-institutionnalisme, qui, à mon avis, si vous regardez le mouvement de 2012, puis pire encore 2015, qu'est-ce qui a plombé ces mouvements-là? C'est un anti-institutionnalisme profond. C'est une méfiance à l'égard de la construction de choses qui durent dans le temps. Or, je pense que leur argument ici, dans ce livre-là, est vraiment au contraire pro-institutionnel, mais pas dans une perspective réactionnaire, au contraire, une perspective d'émancipation, d'institution de l'émancipation, et comment cette perspective institutionnelle peut aider au Québec la société et les mouvements sociaux à sortir du blocage. Parce que pour le moment, si le blocage, et c'est Fernand Dumont, vous retournez à Fernand Dumont dans Le lieu de l'homme, quand il parle au chapitre 4, je pense, de la question de la subjectivité et de l'organisation, qu'est-ce qu'il dit? On vit dans un monde qui est de plus en plus organisé par l'entreprise, le capital, les organisations. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qui reste? Des subjectivités esselées, mais qui ne savent pas où se garrocher parce qu'ils ne peuvent jamais, puisque l'organisation les nie, bien, elle se renferme sur elle-même, elle se replie sur elle-même. Donc, le blocage dialectique de la société québécoise, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une espérance puis qui est portée subjectivement, mais elle a de la difficulté à se traduire dans l'objectivité. Alors, le mérite de leur travail, c'est d'amener des réflexions qui peuvent aider à penser une sortie de ce blocage. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je passerai maintenant à une période de questions. On pourrait commencer par des personnes qui sont un peu plus loin de nous. Donc, peut-être
Luco, est-ce que vous avez des questions? Non, mais oui, j'aimerais savoir quel est le rapport entre le commun et le monde du travail, la division sociale du travail. Vous avez bien dit division sociale du travail? Oui, oui, oui. Oui, vous pouvez répondre. Oui, Ben, en général, le monde du travail. le monde du travail. Oui, la mutation actuelle. Tout à fait. Oui, une de nos propositions à la fin du livre concerne précisément le travail. Inutile de revenir, je crois, sur les analyses classiques qui sont faites de l'exploitation, de l'aliénation au travail, etc. Il y a toute une tradition historique qui nous importe beaucoup, qui est celle, je l'ai dit, du socialisme de l'association, qui est celle des conseils ouvriers, qui est celle de l'autogestion. C'est-à-dire que depuis 2 siècles, je dirais presque à époque régulière, ont émergé des aspirations. Éric parlait de désir de commun, qui donc reviennent régulièrement et qui consistent au fond dans cet idéal et dans ce projet éminemment important, projet de civilisation, qui est que les hommes au travail reprennent la main sur l'organisation du travail. Pour nous, le commun, tel que nous l'entendons, est un principe anticapitaliste qui s'inscrit dans cette tradition-là. C'est-à-dire que si l'on veut que la production, je dirais la production en général, la production soit destinée à l'usage collectif, réponde à des besoins sociaux, il nous apparaît extrêmement important que les entreprises deviennent des communs, soient réorganisées, réinstituées en commun, c'est-à-dire selon des principes d'autogouvernement. Mais à la différence des anciens modèles de l'association du 19e siècle, du conseil ouvrier du début du 20e siècle ou de l'autogestion des années 60 à 70, nous pensons que ce qui apparaît avec la problématique du commun et des communs, c'est qu'il n'y a pas que les travailleurs, les producteurs directs qui sont concernés par l'autogouvernement, par les décisions, l'élaboration et les décisions à prendre sur ce qu'il faut produire. Un commun, en ce sens, doit être un mode de gouvernement de la ressource à entretenir ou à produire, qui doit inclure les usagers, les collectivités territoriales. Ce qui doit s'inventer à travers le commun et les communs, c'est un mode donc de gestion ou de gouvernement qui donne place, donne des droits à tous ceux qui sont concernés par l'activité. Donc évidemment les travailleurs, mais également donc usagers, consommateurs et citoyens. Je crois que la problématique des communs telle qu'elle s'invente aujourd'hui, je crois qu'il faut bien le rappeler, noue 2 choses. À la fois le souci, je dirais, social, le souci de la liberté, de l'autonomie, mais aussi le souci environnemental, ce qui n'était pas le cas du vieux socialisme, ce n'était pas encore le cas même dans la problématique de l'autogestion. Aujourd'hui, ce qui apparaît avec les concepts de commun au pluriel et de commun au singulier, c'est ce nouage-là. Et ce nouage de l'environnemental et du social suppose, je dirais, une dimension gouvernementale nouvelle.
évidemment, j'ajoute, pour le dire comme ça, que ce que nous présentons là peut apparaître abstrait, mais ce qu'il importe surtout de dire, c'est que ce sont les acteurs qui inventent cela. Ce sont des expérimentateurs qui créent cela à un niveau local ou à un niveau sectoriel. Donc voilà ce que peut répondre, en tout cas, notre réflexion, à la différence de beaucoup de considérations sur la démocratie aujourd'hui, n'oublie pas le monde du travail. Je crois que c'était un peu le sens de votre question. Vous avez beaucoup de propos aujourd'hui en sociologie politique ou en philosophie politique qui semblent complètement ignorer que une grande partie de la vie des gens se passe au travail. Comme si au fond il pouvait y avoir une émancipation dans le domaine politique, dans celui de la citoyenneté, et comme si finalement on abandonnait, je dirais, au rapport de domination classique, la question économique, la question de la production. Ce n'est absolument pas notre cas. Le principe du commun, c'est un principe transversal qui concerne toutes les activités humaines. Mais là, il faut bien aussi entendre que nous différencions de la pensée socialiste et communiste ancienne, qui pensait que toute la société pouvait se réorganiser politiquement à partir de l'atelier, de l'industrie ou de l'entreprise. Selon une très vieille idée que nous avons analysée depuis très longtemps, une idée qui vient d'un certain Saint-Simon, au début du XXe siècle, du XIXe siècle, qui au fond disait que la République, le pouvoir, le gouvernement devait se dissoudre dans l'atelier ou dans l'industrie. Ça a traversé tout le socialisme et le communisme. Je pense que la problématique du commun et des communs est très différente aujourd'hui. Nous savons qu'il existe des territoires et qu'il existe des entreprises. Et qu'il n'est absolument plus question de dissoudre le gouvernement des territoires dans le gouvernement de l'organisation économique. Il nous faut donc penser, c'est un travail d'imagination à faire, il nous faut donc penser l'articulation du gouvernement des territoires, de la démocratie des territoires et de la démocratie du travail. Et nous faisons un certain nombre de propositions qui vont en ce sens, les deux ayant également comme souci de nouer, et dans les territoires et dans les entreprises, la dimension sociale et la dimension environnementale. Merci. Oui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, donc peut-être à Montréal, est-ce qu'il y a une question? Oui, il y aurait à Montréal au moins 3 questions. Alors, on va commencer par une première, après ça on va venir à Sherbrooke, puis on va faire le tour comme ça. Oui, c'est ça, vous pouvez poser les 3 dans le fond. Est-ce qu'on peut poser allez-y. 3 questions? Yes. Alors, dans votre livre pour la nouvelle raison du monde, vous avez un chapitre particulièrement, en tout cas important de mon point de vue, qui est celui de la fabrique du sujet néolibéral. Alors, j'aimerais ça vous entendre un peu plus là-dessus, de la façon suivante, entre l'espèce de déterminisme, quand on lit ce chapitre-là, il en sort une espèce de massification, entre guillemets, de cette production-là. Donc, entre une forme de déterminisme que le système impose et le désir de liberté et d'émancipation qui existe toujours, comment les propositions de commun peuvent répondre à cette fabrique-là, premièrement. Puis deuxièmement, dans la perspective du commun, comment intégrez-vous les réflexions féministes? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références à ça dans vos textes. Alors, la question du féminisme, la question du patriarcat, du sexisme, comment les propositions qui sont là peuvent aussi répondre à ces
ces pouvoirs, à ces oppressions-là. Et j'ajouterais le racisme aussi. Voilà. Puis troisièmement, moi, je suis une infirmière de formation. J'ai travaillé presque 20 ans à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles à l'époque, là, qui était l'ancêtre ici des CLSC, et on disait le pouvoir aux citoyens, tout le pouvoir aux citoyens, à l'époque, mais pas n'importe quelle sorte de citoyen. Donc, les citoyens, nous, avec lesquels on était, dont nous étions nous-mêmes, c'était des personnes assistées sociales, des personnes handicapées, des femmes monoparentales, bon, etc. C'était des comités de citoyens, le monde ordinaire, entre guillemets, en opposition, beaucoup, aux élites de la place, etc. Mais ces formes de nouvelle gouvernance-là n'ont pas eu une vie très longue, d'une certaine façon. Alors, comment continuer dans la durée avec ces intuitions de base, je dirais. Voilà. Deuxième question. Oui, bonjour. D'abord, je dois dire que j'ai pas lu vos livres, j'ai juste lu les résumés d'Éric Martin, mais ma question va un petit peu dans le sens de celle de Lorraine. En fait, moi, je fais un doctorat présentement avec les femmes en Bolivie. J'ai fait une maîtrise sur la contribution des paysannes à la souveraineté alimentaire en Bolivie. La Bolivie du Buen Vivir, présentement, dans cette Bolivie-là, la communauté est vraiment la base de l'organisation sociale. Puis, ce que les paysannes m'ont dit, là, si je pouvais traduire de l'Aymara au québécois, là, c'est que la communauté, c'est un paquet de troubles. Fait que la question que je me demande, c'est est-ce que la communauté, est-ce que ça convient bien aux hommes et que ça convient pas aux femmes? Puis, je veux dire, sur 54 paysannes, à part 2-3 là, qui n'étaient pas dans cette dynamique-là, mais vraiment, on s'en tient le plus loin possible parce que c'est un paquet de troubles. D'ailleurs, je ne savais pas quoi faire avec ce résultat-là qui était en opposition complète et totale avec ce que j'ai pu lire. Fait que la question va avec ça, c'est est-ce que on sait très bien que la contribution des femmes à la société est encore très, très, très sous-estimée, mais est-ce que c'est une autre manière où c'est encore les femmes qui vont avoir la charge dans la responsabilité, dans la co-obligation, là, est-ce que c'est encore finalement les femmes qui vont reprendre ça, qui vont reprendre ce travail-là? Fait que c'est un petit peu ma question par rapport à ma réflexion, là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour les femmes? La troisième question était vraiment en lien avec ce que Lorraine a posé comme questionnement, c'est toute la place des rapports sociaux qui sont relativement inexistants, et c'est comme si le grand méchant, c'était le néolibéralisme. C'est certainement un grand méchant, mais il y a d'autres éléments qui sont là. Le patriarchisme, il était là bien avant le néolibéralisme. Les rapports sociaux d'exploitation, le racisme, la discrimination, l'exploitation de l'environnement, très présent même dans les organisations très, très communales. Alors donc, comment on voit par rapport au commun la place, la reconfiguration autour d'un imaginaire de ces rapports qui sont construits dans les fractures sociales? Comment est-ce qu'on les voit dans des relations qui seraient plus équitables, inclusives et certainement pas discriminantes? Beaucoup de questions. Dans une question, la première, il y en a 3. Oui, c'est ça. Non, donc, on va les prendre une par une. Bon, je vais me lancer. Oui, il y a 3 questions dans la première, si j'ai compris, enfin en tout cas 3 questions posées par la première personne. Et donc c'est déjà quelque chose d'assez, disons qu'il y a une certaine envergure. Alors je vais reprendre point par point. La première question est relative à ce qu'on appelle en effet dans le chapitre 13, je crois, de la Nouvelle Raison du Monde, la fabrique du sujet néolibéral. Et il me semble en effet important que vous posiez le problème parce que c'est un chapitre, ça nous a d'ailleurs un petit peu surpris quand le livre est sorti, qui a eu énormément d'écho. Et notamment chez les psychiatres, les jeunes psychiatres, les psychanalystes qui étaient confrontés à des questions très précises dans le traitement d'un certain nombre de troubles psychiques, puisque c'est l'expression consacrée aujourd'hui. Et je crois que c'est assez important de comprendre ça, parce que ça a été pour nous une surprise. On n'avait pas tellement pensé particulièrement à ce secteur. Et depuis donc la parution du livre, c'est vrai qu'on n'a pas arrêté d'avoir une interaction avec les gens de ce secteur et de participer à un certain nombre de réunions auxquelles ils nous ont conviés. Et il y a une sorte de compagnonnage politique et intellectuel avec les psychiatres. Et je crois que c'est assez
c'est assez important pour nous et je dirais même que cette rencontre-là nous a permis, par exemple, dans le bouquin qui s'appelle « Commun », d'intituler un chapitre, alors bien sûr il y a l'influence théorique de Castoriadis, mais le chapitre 10 s'appelle « La praxis instituante ». Et on a beaucoup, en fait, quand on a rédigé ce chapitre-là, on a beaucoup pensé, en effet, à des pratiques qui sont des pratiques institutionnelles au bon sens du terme. Vous voyez des gens qui se réclament par exemple de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. On est en relation avec un certain nombre de gens comme ça qui sont très investis dans ces questions, qui sont souvent d'ailleurs des équipes soignantes qui travaillent dans des centres. Il y a le centre Antonin Artaud à Reims qui est très important pour nous. Bon, voilà, ce sont des questions par conséquent qui ne nous apparaissent pas comme mineures, mais au contraire comme centrales. Pourquoi? Et là, on peut en effet établir un lien assez direct entre la question de la fabrication du sujet néolibéral et la question du commun. Parce que ça touche en fait à la construction du sujet. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui, parlant du sujet, se reposent sur le fait que le sujet, c'est là, c'est donné, et le sujet c'est un rapport à soi, et puis c'est tout, il n'y a pas à réfléchir dessus, mais justement c'est un rapport à soi qui est construit. Il y a en effet un sujet dont on dit qu'il est fabriqué par des dispositifs de gouvernement qui sont ceux du néolibéralisme, non pas parce que le néolibéralisme serait le grand méchant, justement c'est pas le grand méchant, s'il était le grand méchant à la limite ça serait une cible qui serait assez facile à viser, mais là c'est tout à fait autre chose, c'est une multitude de dispositifs qui visent à inciter les individus à se conduire d'une certaine manière. C'est beaucoup plus difficile de lutter contre ça. Et c'est pourquoi, en effet, il est important de parler du sujet ou de la subjectivation. On aime bien le terme de Foucault. On n'est pas foucaldien, on n'est pas non plus disciple de Castoriadis comme ça, mais on prend chez certains auteurs ce qui nous paraît très important. Et là, cette idée de subjectivation, c'est-à-dire de construction des sujets. Alors, vous avez des sujets qui sont pris comme cible par des dispositifs gouvernementaux, par des interventions gouvernementales. Et on joue effectivement sur les ressorts de la concurrence. Bon, c'est quelque chose d'assez répandu aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, quand on examine la question des formes de résistance, eh bien, il faut se poser en effet la question du commun, parce que le commun pour nous, c'est d'abord et avant tout des pratiques collectives. Et donc, si ce sont des pratiques collectives, ça doit déterminer une subjectivation collective, c'est-à-dire la construction d'un sujet collectif inédit. Et en fait, c'est ce qu'on constate dans les expériences de commun, à chaque fois qu'elles sont des expériences qui sont profondes, qui s'inscrivent dans un minimum de durée, on a une reconfiguration de la question du sujet. On a une nouvelle subjectivation. On a de nouveaux sujets qui apparaissent, qui se constituent, qui sont... les anciens sujets sont complètement transformés. Je ne sais pas, je prends le parc Gezi et la place Taksim en 2013 à Istanbul et dans les grandes villes de Turquie. Et les amis qu'on a là-bas nous disaient combien ils étaient surpris de voir des gens qui appartenaient à des types sociologiques extrêmement compartimentés, dont on pensait qu'ils ne se parlaient absolument pas. C'est-à-dire qu'on voyait des jeunes filles voilées qui venaient de la rive asiatique du Bosphore venir participer aux manifestations contre les flics d'Erdogan. On voyait des gens qui étaient d'origine anatolienne, c'est-à-dire plutôt les régions assez pauvres et paysannes de la Turquie profonde, qui en général n'ont strictement rien de commun avec les citadins qui étaient à l'initiative justement de la révolte du parc Gezi. Il s'agissait d'abattage des arbres en plein centre d'Istanbul. Et on a vu ces gens-là, justement, ce qui est ça qui est extraordinaire, participer à quelque chose de commun au sens le plus fort du terme, et on a vu un sujet collectif émerger. Alors, je ne dis pas qu'ensuite ça a laissé des traces très durables, parce qu'après, il y a eu tout ce que l'on sait, mais je crois que c'est assez important à comprendre. C'est la même chose pour Notre-Dame-des-Landes. C'est la même chose pour des expériences de commun qui peuvent se mener à une échelle beaucoup plus réduite, où par exemple, on a en Italie des bâtiments qui sont occupés, et il y a des subjectivations, justement des formes de subjectivation collective qui émergent, parce que vous avez là des gens qui habitent sur place, d'autres qui sont des bénéficiaires mais qui n'habitent pas sur place, vous avez des gens qui sont des hôtes, bon, et vous avez une sorte comme ça d'interpénétration entre ces catégories-là, et ça donne quelque chose de tout à fait inédit. Voilà, la subjectivation, c'est ça. Et il me paraît qu'en effet, le commun permet de poser la question de la construction de nouveaux sujets. Voilà. Des sujets collectifs et des sujets individuels, par conséquent, parce que ça, c'est quelque chose qui retentit directement sur la façon dont l'individu entre en rapport avec lui-même. Il ne faut pas poser la question de la subjectivation alternative de façon abstraite. Il faut se dire que le seul moyen
justement de faire émerger de nouveaux sujets collectifs et individuels, c'est de le faire par les pratiques, et notamment par les pratiques du commun. Voilà, ça c'est la réponse à la première question, mais ça me semble assez important parce que finalement, ce qui est dit après dans les deux autres questions, sur la question de la place des femmes et sur le féminisme, ça en découle aussi assez largement. Plus les expérimentations du commun seront menées de façon profonde et dans la durée, et plus les rapports intersubjectifs et plus la question de l'émergence d'un nouveau sujet se trouvera posée de façon radicale. C'est le cas, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, où il y a des choses qui sont rapportées assez souvent concernant la vie quotidienne et concernant la façon dont des femmes qui habitent le territoire, qui vivent maintenant aux côtés des paysans, sont amenés à remettre en cause et à bousculer un certain nombre de clichés et de schémas qui ont la vie dure, y compris parmi les militants gauchistes ou radicaux ou anarchistes. C'est-à-dire notamment, c'est un tracteur, je vais le conduire parce que bon, c'est quelque chose qui m'incombe à moi, mais pas à toi. Ou quand il s'agit de réparer un tracteur qui est en panne, ou quand il s'agit de procéder comme ça à des travaux qui sont réputés un peu durs, à ce moment-là, vous avez toute une vieille division des tâches qui en effet ressurgit à titre d'obstacle. Et je crois que ce qui est important, c'est que justement les communs constituent une arène à la faveur de laquelle on peut reposer ces questions-là de manière assez pratique, c'est-à-dire pas sous la forme d'un sermon moral, parce que c'est assez souvent la forme que ça prend, mais là c'est très pratique, c'est la participation aux tâches quotidiennes, c'est, excusez-moi, les mains dans la merde. Voilà. Et c'est comme ça que les choses avancent, c'est-à-dire à partir du moment où on bouscule ces schémas-là, qui sont en effet des schémas patriarcaux très très anciens, antérieurs bien sûr au capitalisme, qu'on peut être amené à transformer aussi les sujets et leurs rapports réciproques. Et c'est très important, parce qu'il peut y avoir des discussions là-dessus. Par exemple en Italie, il m'est arrivé d'avoir une discussion, il y a des féministes qui d'ailleurs n'étaient pas du tout d'accord entre elles sur la question de la reconnaissance du travail domestique. Le travail domestique est un travail qui est complètement invisible, en général, qui disparaît complètement des écrans radars, qui ne compte absolument pour rien. Mais la question est, doit-on exiger, par exemple, une rémunération pour ce travail ? Et à ce moment-là, certains féministes avec lesquels il me semblait que j'étais plutôt d'accord avaient tendance à dire, mais si on fait ça, à ce moment-là, on rentre complètement dans la logique du système qui va être de procéder à une évaluation quantitative du point de vue de la valeur monétaire de ce travail silencieux et invisible. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas procéder autrement, c'est-à-dire non pas exiger une reconnaissance en termes de valeur monétaire, mais exiger une nouvelle organisation des rapports sociaux qui puisse faire en sorte que ce travail soit reconnu à part entière, et du point de vue de sa valeur humaine et sociale, pas du point de vue de sa valeur monétaire. Voilà, ce sont des questions de fond qui sont posées non seulement dans la sociologie, mais dans l'anthropologie. Il y a en particulier, ça c'est un livre qui nous a beaucoup marqué dans Commun, un anthropologue français qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Alain Testard, et qui a écrit beaucoup de livres sur la division sexuelle du travail dans les sociétés dites primitives, et en particulier un dernier qui s'appelle Avant l'histoire, dans lequel il est amené à remarquer que les sociétés justement du néolithique sont des sociétés qui se différencient à cet égard, justement relativement à la place qu'elles accordent au travail des femmes et à la participation des femmes au processus de délibération. Et il note que, par exemple, pour les Iroquois et pour un certain nombre de formes communautaires existant dans cette région du monde, il y avait à l'époque ce qu'il appelle une démocratie primitive. Il reprend l'expression qui était celle de Morgan, un anthropologue qui a beaucoup influencé d'ailleurs Engels et Marx dans leurs travaux anthropologiques. Et il montre que ça n'avait rien à voir, par exemple, avec les organisations lignagières, fondées sur la lignée, qui ont particulièrement prospéré dans les sociétés africaines. Il montre que ce n'est pas du tout la même chose que certaines sociétés où il n'y avait pas de pouvoir de fonction, mais où en fait les riches dominaient. Il appelle ça la plutocratie ostentatoire. Bon, alors là, le rôle des femmes n'était pas particulièrement valorisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les choses ne sont pas simples. C'est-à-dire qu'il y a des formes sociales diverses, avec des conséquences concernant la manière dont le travail des femmes est regardé et évalué par la société. Et à travers la question qui a été posée, alors je crois que c'est la deuxième question sur la Bolivie, et il me semble qu'en effet, je crois comprendre à travers ce que vous avez dit qu'il peut y avoir une réaction à l'égard de certaines formes de communautés traditionnelles, qui est une réaction en effet soit de rejet, soit de prise de distance. Parce que c'est souvent l'autonomie de la femme qui est en question, parce que souvent,
la dépendance à l'égard de la communauté, c'est la dépendance à l'égard de la communauté des hommes. Et donc il y a là quelque chose, comment dirais-je, qui est parfois très salutaire, notamment en effet dans certaines communautés en Amérique latine, puisque on voit comment dirais-je, on voit que des formes de gouvernement qui sont finalement assez proches de la gouvernementalité néolibérale, même si elles ne veulent pas l'avouer, utilisent, comment dirais-je, le ressort de l'indigénisme pour essayer de venir à bout de certaines résistances et de certains conflits et de remettre finalement les femmes à leur place, entre guillemets. Donc ça me paraît assez lié. C'est toujours la question de la subjectivation et la question du commun. Le commun n'est pas ce qu'on connaît sous la forme de la communauté traditionnelle dans ces régions-là. Le commun, c'est pas ça. Le commun, je l'ai dit tout à l'heure, ça implique la coparticipation et une égalité dans le prendre part. Voilà. Si j'avais une manière de résumer un peu ce principe du commun, c'est l'exigence d'une égalité dans le prendre part. Voilà. Alors ça, c'est évidemment incompatible avec toute forme de discrimination et même au-delà avec la façon dont les femmes sont traitées très souvent dans des organisations sociales qui ne sont pas nécessairement des organisations de type capitaliste. En effet, vous avez raison de ce point de vue-là. Voilà, donc le pouvoir aux citoyens, mais on retombe sur la question de l'institution, parce que c'est vrai que le pouvoir aux citoyens, c'est un beau mot d'ordre. Ça me rappelle d'ailleurs un certain nombre de choses qu'on a pu vivre dans les années 68, 70, 71 et même au-delà en France, où il était question, donc peut-être pas du pouvoir aux citoyens, mais on disait le pouvoir aux travailleurs salariés, ou le pouvoir... Bon. Et c'était quelque chose à la fois d'intéressant et en même temps d'équivoque ou d'ambigu, parce que la notion de pouvoir elle-même n'était pas tellement clarifiée. Parce qu'il y avait une manière de revendiquer le pouvoir, qui était de revendiquer le pouvoir dans sa forme la plus, comment dirais-je, la plus classique et la moins égalitaire. On a, nous, été victimes du pouvoir qui nous a instrumentalisés ou utilisés comme bon lui semblait pendant je ne sais combien de temps. C'est presque à nous maintenant de jouer le rôle. Voilà, c'est nous qui allons exercer le pouvoir. Donc il y a une certaine méfiance à avoir par rapport à ce discours sur le pouvoir, dans la mesure où il peut signifier, il ne signifie pas toujours, mais il peut signifier qu'on s'installe à la place des anciens maîtres pour exercer le pouvoir qu'ils exerçaient eux. Bon. Et ça, évidemment, c'est quelque chose avec lequel il faut complètement rompre. C'est pour ça que je parlerai davantage d'institutions. Voilà. Il y a eu ça. Alors j'étais moi-même, étant très jeune à l'époque et un jeune gauchiste assez enragé, je me souviens très bien que, en effet, la notion d'institution, j'avais tendance à la prendre de façon uniquement négative. C'est que je considérais, je me souviens, j'avais lu beaucoup de Deleuze, etc., beaucoup d'autres, et je prenais, pour moi, les institutions, c'était les institutions, l'appareil d'État. Voilà. C'était l'armée, la police, l'éducation, l'église, etc. Donc tout ça, c'était quelque chose que je rejetais, que je vomissais. Bon. Et finalement, ce que Castoriadis m'a appris, et puis aussi les expériences pratiques du commun, c'est que dans cette notion d'institution, il y a quelque chose qu'il faut sauver. Il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose, justement, c'est l'activité d'instituer. Ce n'est pas l'institution comme appareil de coercition, c'est l'activité d'instituer. C'est-à-dire coproduire collectivement des règles qui, justement, font que les gens qui contribuent à une tâche sont traités de façon strictement égalitaire. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Quitte à ce qu'on réinvente périodiquement les règles. Une institution, c'est une entente pratique sur des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais ça doit pouvoir toujours comporter en son sein, c'est ça l'ouverture de l'institution, ça doit toujours pouvoir comporter en son sein la possibilité de rediscuter des règles, pour les réaménager, les réactualiser en fonction des situations, des besoins qu'on rencontre, etc. Ça nous paraît très important. Bon, j'ai essayé de répondre comme ça. Bon, merci. Maintenant, ici, à Sherbrooke, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Oui? Oui, il faut parler dans le micro pour qu'ils nous entendent. En fait, c'est une réaction à votre réponse par rapport à la question du féminisme. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme si le commun porte beaucoup d'espoir.
Et donc, par rapport au rapport inégalitaire entre les hommes et les femmes, je me demande jusqu'à quel point, dans votre réponse, j'avais l'impression en fait que vous disiez que ça allait venir tout seul un peu. Hein? Peut-être que je me trompe, là, mais qu'il y avait une espèce de fluidité qui faisait en sorte que, comme les gens se rencontrent et doivent discuter pardon, de pratiques ensemble, et donc il y a des remises en question qui se font presque automatiquement. C'est peut-être pas, oui, peut-être presque naturellement. Peut-être que c'est pas ça que vous vouliez dire, mais moi j'avais ce sentiment-là. Et je me disais, ouf, ça fait quand même longtemps qu'on travaille contre le patriarcat. Alors, est-ce qu'on aurait trouvé la recette miracle ou s'il faut trouver à l'intérieur du commun des dispositifs, comme vous les appelez, qui vont prôner, promouvoir, plus que l'impression que j'avais qui était que ça allait changer, que ça allait de soi, que ça allait changer. Non, voilà, pour répondre très rapidement à la question, mais c'est bien que ça soit posé de façon explicite. C'est pas du tout c'est pas du tout en tout cas ce que je voulais signifier. Hein, bon. Donc, en fait, mon idée, c'est plutôt que ça crée un terrain à partir duquel ces questions-là peuvent être posées de façon pratique. Voilà. C'est pas du tout que ça permet de les résoudre. Ça se fera inévitablement avec des heurts et dans des expériences comme celle que je visais avec Notre-Dame-des-Landes, ça se fait de façon assez conflictuelle. Mais je crois qu'il ne faut pas du tout éviter le conflit à cet égard. Il faut que justement on ait un cadre ou un terrain à partir duquel on puisse poser cette conflictualité. Et pour le dire de façon assez, alors là, je ne sais pas si c'est masculine, mais en tout cas assez brutale, j'aurais tendance à penser que le principe du commun n'est pas un principe de pacification, c'est un principe de conflictualité dans les relations sociales. Et quand on expérimente véritablement la logique du commun dans les relations sociales, on s'aperçoit que non seulement ça n'introduit pas comme ça une espèce d'harmonie spontanée, mais c'est exactement le contraire. Ça met à nu des tensions et ça permet de comprendre où se situent éventuellement les racines des conflits. Donc ça ne permet pas d'éliminer les conflits, ça permet le cas échéant, oui, en effet, de les surmonter momentanément et de faire en sorte que la situation soit un peu plus apaisée et réconciliée qu'avant, mais ça ne met pas fin au conflit. Au contraire, nous on insiste beaucoup sur le fait que c'est vraiment un principe de conflictualité et pas de consensus. Par exemple, une des faiblesses d'un mouvement comme Nuit debout, en France, qui a été pour nous très important, c'est qu'il y avait un refoulement de la conflictualité. Et ce refoulement de la conflictualité, alors, vous voyez, par exemple, ça permettait que les femmes abordent très directement, dans le cadre des assemblées ou des commissions, la question du féminisme et de l'oppression spécifique de la femme, du patriarcat, etc. Mais ça ne débouchait sur absolument rien. C'est-à-dire qu'on parlait, quelqu'un prenait la parole, il avait droit à 2 minutes, qu'il soit homme, femme, etc., peu importe. Il y avait une stricte égalité dans la distribution de la parole, ce qui est bien. C'est une phase qui est absolument nécessaire compte tenu de ce qu'on vit. Mais en même temps, il n'y avait pas de prolongement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que chacun s'était exprimé, on passait à autre chose. Voilà. Ou alors c'était un travail en commission. Alors les gens, oui, la commission féminisme, là, vous voyez ce qui s'est dit, donc voilà, vous allez continuer à travailler. Voilà. Et chacun repartait dans sa commission ensuite, et il est extrêmement rare que les conflits qui avaient surgi, le cas échéant, dans les commissions, soient portés, j'allais dire, sur la place publique, au sens propre du terme, place de la République, par exemple, à Paris, parce qu'il y avait une sorte de répugnance, dans un premier temps, à voir des clivages se dessiner à l'intérieur. Justement, je pense que le principe du commun, c'est ça. Et par exemple, je prends un exemple ça rejoint indirectement la question des femmes et du féminisme. Il n'y avait pas l'habitude qui a été prise au début de décider, en comptant des voix, pour et contre. Parce qu'il y avait une sorte de culte du consensus. On va nécessairement arriver d'accord. Et donc on refusait de décompter, parce que décompter, ça veut dire une minorité, une majorité, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, etc. Or ça me paraît aux antipodes du principe du commun. Le principe du commun, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas l'évitement du conflit. Au contraire, c'est le fait de dire, moi je suis convaincu du fait qu'il n'y a que la reconnaissance institutionnelle du conflit
qui est susceptible d'éviter le déchirement d'une société. Et qu'à l'inverse, tous ceux qui disent « Ah, mais le conflit, c'est la guerre », se méprennent sur le fait que le conflit, c'est pas la guerre. Justement, la reconnaissance institutionnelle du conflit, c'est le plus sûr moyen d'éviter que la société ne se disloque dans une guerre. Voilà. Donc, voilà, c'est pas du tout, là c'est bien d'avoir donné la possibilité de mettre les points sur les i là aussi, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout dans une vision irénique et harmonieuse qui ferait que voilà, le commun aplanirait comme ça. Non, non, c'est pas la recette miracle, c'est pas une recette du tout. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a autant de formes que d'expérimentation. Donc voilà, il faut quand même le dire, même à propos des coopératives, puisqu'on en a parlé hier aussi, il y a des gens qui sont un peu prisonniers de la forme juridique de la société coopérative, sans voir qu'en fait, derrière, il y a des pratiques qui sont souvent aux antipodes de la logique du commun. Donc c'est pas la forme juridique, c'est pas le fait que celui qui met une part dans le capital de la société a une voix exactement comme les autres. Parce que ça peut dissimuler des pratiques qui sont des pratiques complètement aux antipodes de la logique du commun, qui sont des pratiques de confiscation, qui sont des pratiques... Alors ça peut être la propriété collective, mais la propriété collective, c'est encore la propriété. Donc ça veut dire que la propriété collective, ça admet un dehors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont exclus. Ça veut dire que c'est peut-être collectif pour tous ceux qui détiennent une part de capital, mais que c'est privé à l'égard de l'extérieur. Bon, donc c'est ça, voilà ce que le commun permet en effet d'affronter comme type de question. Alors évidemment, ça aussi, c'est la conflictualité. Voilà, c'est pas l'apaisement. Voilà. Et ben, on est tout sauf... bon, c'est pas le commun apaisé, hein, pour reprendre et détourner. Au micro. Oui. Alors, ça fonctionne-tu, le micro? Oui. Alors, peut-être sur le commun, mais la place de l'État, on voit qu'on peut avoir un État néolibéral qui met en forme la société d'une manière néolibérale. Si on parle du commun, c'est quoi le rôle de l'État? Bon, ben, vas-y, tu commences. Oui, mais je voudrais déjà juste revenir. Il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu tout à l'heure, autour du rapport néolibéralisme et capitalisme. Je viendrai sur la question de l'État. Dans notre travail dans la nouvelle raison du monde, nous n'avons absolument pas ignoré le capitalisme. Nous ne sommes pas du genre à remplacer justement le concept de capitalisme et la réalité du capitalisme par la réalité du néolibéralisme. Non, le néolibéralisme, c'est toujours le capitalisme, c'est le renforcement du capitalisme, c'est l'extension du capitalisme qui nous est apparu tout à fait essentiel. C'est le fait que nous avions affaire à un élargissement, si je puis dire, du capitalisme, c'est-à-dire de la rationalité capitaliste à l'ensemble des rapports sociaux. C'est comme si la logique capitaliste s'exportait en dehors du champ même du centre, si vous voulez, de l'accumulation du capital, du lieu central de l'accumulation du capital, pour devenir, au fond, une sorte d'enveloppe générale de la vie dans laquelle nous sommes bien obligés de fonctionner. Donc ça, c'est un point, je pense, très, très important. Le capitalisme n'est pas toujours le même, il change de forme. C'est une métamorphose constante. Et ce qui caractérise le capitalisme contemporain, c'est sa capacité, grâce à l'État, en s'appuyant sur l'État, mais en s'appuyant aussi sur les subjectivités qu'il est arrivé à transformer, à façonner, qui est capable aujourd'hui donc de s'étendre à l'ensemble de nos rapports, de nos relations, et jusqu'à l'intimité, puisque... si vous prenez par exemple un concept en usage dans le monde de l'éducation ou de la formation professionnelle, l'expression de capital humain dit bien cela, dit bien cette capacité du capitalisme aujourd'hui à refaçonner la conception que l'on a de nous-mêmes et du rapport aux autres. C'est-à-dire être un capital humain, ça veut dire tout simplement s'identifier subjectivement à une valeur qui doit se valoriser.
la valeur qui doit s'auto-valoriser au cours de sa vie, du berceau à la tombe. Nous serions, au fond, des sortes de capitaux. C'est une capacité hallucinante, je veux dire, de métamorphose de l'humanité elle-même. Il faut bien comprendre que le capitalisme a cette capacité-là, maintenant, de produire des êtres nouveaux. Bon, ce n'est pas une histoire qui date de 10 ou 20 ans, c'est une trajectoire longue, mais il faut bien l'entendre comme ça. Alors sur l'État, vous avez bien entendu que nous ne sommes pas des étatistes, mais nous ne sommes pas non plus des anti-étatistes. C'est-à-dire que nous ne pensons pas, et je l'ai dit tout à l'heure, que l'ensemble des institutions politiques allaient se dissoudre dans l'économique, comme ça a été, je dirais, le projet socialiste fondamental au XIXe siècle et encore au XXe siècle dans un certain nombre de discours, même si la réalité du communisme, quand il a été précisément mis en place dans les pays de l'Est, a été un pouvoir, un hyper-pouvoir étatique. Hein. Donc on a affaire à une histoire étrange, si vous voulez. À partir d'une doctrine qui visait à supprimer l'État, disons-le simplement, à supprimer l'État au profit d'institutions économiques, de lieux de production économique, on est arrivé au XXe siècle à un État totalitaire qui avait accaparé, qui s'était approprié non seulement l'ensemble des moyens de production, mais aussi l'ensemble des moyens de culture, des moyens d'éducation, etc. Bon. Donc la question, c'est éviter de retomber dans l'ornière de la disparition de l'État dans l'économique, mais évidemment tourner radicalement le dos à une conception qui fait de l'État le monopole de la production du commun, puisque finalement ça ne donne jamais qu'une propriété étatique qui ne cesse de se renforcer. Donc pour nous, il s'agit, je crois pour l'essentiel, de relativiser, on peut le dire ainsi, de relativiser le rôle du centre politique, qui est l'État. L'histoire de l'État, c'est l'histoire d'une centralisation du pouvoir dans un lieu, dans un certain nombre d'institutions directrices. Bon. À partir de la féodalité, enfin vous connaissez toute cette dynamique de l'Occident, comme dirait Norbert Elias. Bon. Donc il s'agit de redonner évidemment du pouvoir à des instances locales et sectorielles, à refaire des institutions locales et des institutions économiques, des lieux de pouvoir, des lieux d'autonomie, des lieux d'autodétermination. Il n'y a pas de démocratie sans pouvoir effectif dans l'entreprise, dans les services publics, dans les territoires. Ça nous semble essentiel. Relativiser l'État par des pouvoirs donc locaux et sectoriels, mais aussi relativiser l'État national, par la mise en place de formes de gouvernement de ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelle souvent des biens communs mondiaux. L'expression est discutable, mais on voit bien qu'à l'échelle, cette fois-ci mondiale, à l'échelle de la planète, des enjeux fondamentaux comme celui, par exemple, du climat, de la finance, des guerres, des réfugiés, ces questions-là ne peuvent absolument pas être résolues à l'échelle de l'État national. Donc la question, c'est de faire du commun à l'échelle mondiale, et pour cela, effectivement, trouver des formes d'institutions nouvelles qui fassent que, par exemple, on institue le climat comme un commun. Le climat comme un commun mondial. Ce qui veut dire qu'il faut inventer, créer des institutions nouvelles, démocratiques, qui permettent à toutes les échelles de faire du climat l'objet, précisément, d'une activité collective de défense, de protection, d'entretien, etc. Donc l'État, aujourd'hui, finalement, ne peut plus être
le lieu du commun, si je puis dire, s'il ne l'a jamais été. Il faut précisément disperser, si je puis dire, les institutions du commun et en même temps en inventer d'autres, parce qu'il en va aussi de l'urgence. Nous vivons, comme nous le disons dans le livre, nous vivons une période que nous appelons la tragédie du non commun. J'ai cité le climat, évidemment, à Essian, parce que je pense que cette question-là montre à quel point, aujourd'hui, la structuration politique du monde en États nationaux fait obstacle à la résolution du problème numéro 1 qui se pose à l'humanité. Tant qu'on raisonnera simplement en termes d'États nationaux, avec toute leur rivalité, avec toute la réversibilité aussi des engagements, on le voit avec la politique de Trump, qui marque vraiment une rupture dans l'histoire, dans les processus aujourd'hui. Si un pays comme les États-Unis peut se détacher finalement des accords conclus par la COP21, on doit en tirer les conclusions. On doit tirer les conclusions que les États nationaux ne sont pas les instances sur lesquelles nous devons nous appuyer, ou nous pouvons nous appuyer avec suffisamment de certitude. Donc, un des grands enjeux politiques qui doit mobiliser les ONG, l'ensemble des organisations des sociétés civiles, c'est d'inventer des institutions non étatiques qui dépassent le niveau de la coopération interétatique dont on voit les failles. Oui, pour compléter là-dessus, sur cette question de l'État, parce qu'elle est assez importante, juste dire qu'on peut mettre quantité de choses derrière le terme. Par exemple, l'anthropologue dont je parlais disait qu'il y a des sociétés sans État dans le néolithique, mais ces sociétés sans État ne sont pas toutes égalitaires. Et il y a des sociétés sans État qui sont très inégalitaires, où les riches dominent, de fait, exercent une domination. Ce qui nous oblige à réfléchir à la notion d'État et à la prendre par différents bouts. Et il me semble que ce à quoi Christian a fait référence, c'est une définition qui est fameuse, qui est donnée par un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, qui est la fameuse définition par le monopole de la violence physique légitime. Il dit comme ça, l'État, c'est d'abord et avant tout quelque chose qu'on peut définir par la détention du monopole de la violence physique légitime. Il pense à la naissance de l'État moderne. Il ne pense pas à l'État assyrien des milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est pas du tout son problème. Il pense à la naissance de l'État moderne. Il pense à la façon dont l'État moderne, l'État entre guillemets rationnel au sens de la rationalité bureaucratique et administrative, s'est construit, notamment en Europe, entre le XIIe et le XVIIIe et XIXe siècle. Il pense à ça. La formule de Weber est donc une formule très importante parce qu'elle donne à entendre que le processus de construction s'est fait par une expropriation des différentes communautés de droit qui existaient. C'est-à-dire que dans le féodalisme, vous aviez un chevauchement entre différentes communautés et un individu pouvait appartenir simultanément comme ça à plusieurs communautés et ces communautés étaient édictrices de droit, c'est-à-dire elles avaient le pouvoir d'édicter du droit. L'État moderne s'est construit justement en expropriant toutes ces communautés édictrices de droit, ces communautés différentes. Et il a dit précisément à l'adresse de ceux qui étaient ces sujets et ces citoyens, dorénavant, désormais, au bout d'un processus donc très long qui a pris plusieurs siècles, c'est moi et moi seul qui aurai le pouvoir d'édicter le droit, sous la forme de la loi. Voilà. Ça, c'est donc une façon de prendre la question de l'État par un bout qui n'est pas de la prendre de façon très générale, en disant qu'est-ce que c'est que l'État, on va donner une définition de l'État en général. Là, c'est l'État tel qu'on le connaît, tel qu'il s'est construit en Europe occidentale et tel qu'il s'est ensuite exporté dans le monde, parce qu'il faut bien dire qu'il s'est exporté dans le monde de cette manière. Donc si on prend cette définition-là, alors très certainement, la logique du commun implique qu'on en finisse avec cette situation de monopole de l'exercice du pouvoir physique légitime. C'est-à-dire qu'il faut redonner, on en parlait hier avec les gens avec lesquels on était réunis, il faut redonner à différents échelons, y compris aux échelons qui sont ceux des communs locaux, le pouvoir d'édicter les règles de droit. Donc ça implique effectivement de remettre en cause ce monopole. Bon. Est-ce que ça implique la dissolution de l'État? Je ne sais pas, et ça me paraît une question assez abstraite. Mais pendant la Commune de Paris, puisqu'on en a reparlé récemment, la seule conception de la République qui était défendue par la majorité des communards, c'était l'idée d'une fédération de communes locales. Libre fédération des communes locales. Voilà, c'est ça. Pour eux, la République, c'était ça. Alors, est-ce que c'est encore l'État au sens de Weber? Ça, on peut en discuter et en douter.
Est-ce qu'il faut considérer toujours que c'est un État? Est-ce qu'il faut appeler ça État? Je ne sais pas. Mais en tout cas, parce qu'on peut à ce moment-là partir de définitions différentes de l'État et puis dire c'est encore un État, c'est pas encore un État, c'est plus un État. Mais c'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est la façon dont on insiste, dont on valorise le fait qu'il y ait des instances qui sont des instances de délibération, de prise de décision, d'exécution de ces décisions, qui soient infra-étatiques, si on considère que l'État c'est le niveau national, et qui soient en même temps supra-étatiques quand on est amené à aborder par exemple la question du climat dont Christian a parlé, parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui requièrent ce qu'on pourrait appeler une cosmopolitique des communs. La question du climat étant la très bonne illustration de ce que ça signifie. Parce que la COP21 en plus, c'est quand même terminé par tout le monde a crié un succès formidable parce que tout le monde était unanime, etc. Tous les États avaient apposé leur signature. Il n'y a pas une seule, du point de vue du contenu, mais c'est extrêmement pauvre. Il n'y a même pas la reconnaissance de la différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Et tout le monde a crié en disant, à célébrer avec un unanimisme touchant cette grande victoire du climat. C'est affligeant. Pourquoi? Tout repose sur quoi? Vous avez les acteurs étatiques, c'est les seuls qui, dans le droit international, on voit au chapitre. Voilà. Le droit international repose sur la reconnaissance des États comme sujet de droit exclusif. Il n'y en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les organisations, par exemple, non gouvernementales? On discute avec elles avant pour essayer de s'entendre sur un texte. Et puis, le cas échéant, il y a des grandes entreprises multinationales qui viennent s'installer, par exemple, dans un très bel édifice qui s'appelle le Grand Palais à Paris, qui font une grande exposition au moment même où la COP21 se tient pour vendre, entre guillemets, leurs solutions. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, la COP21. Donc, c'est totalement aux antipodes de ce que la logique du commun climatique exigerait. Voilà. Donc, avant de clore cet avant-midi, je verrai voir, est-ce qu'à Montréal, vous avez une autre question, une dernière question? Commentaire aussi, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici à Montréal? J'aurais peut-être une relance à faire, puisqu'on a mentionné Weber avec la question du monopole de la violence symbolique par l'État. Weber lui-même nous amène à réfléchir à la place de l'éthique à l'intérieur de la construction du sujet capitalistique. Alors, quelles seraient les composantes d'une éthique et d'une esthétique qui pourraient se construire autour du commun et qui pourrait permettre un verrouillage progressiste, comme l'a fait le verrouillage autour de l'esprit capitaliste de Weber pour la construction du capitalisme et de ses voies plus contemporaines. Vas-y. Petite question. Oui, non, mais vous avez raison de relancer. Là, je pense qu'une partie de la réponse a été donnée. Bon, ce que vous vous rappelez est très important, c'est que l'homme capitaliste, l'homme utilitariste, l'être économique n'est pas né d'hier. C'est une très longue histoire. S'invente à partir du XVIe ou du XVIIe siècle la figure d'un individu conduit par son intérêt privé à la recherche d'une accumulation de biens, de richesses et de satisfaction, qui doit consacrer l'ensemble de sa vie, toute sa vie, à la richesse, à la prospérité, au bien et au travail. Ce rappel que vous nous faites montre à quel point il ne s'agit pas simplement d'une morale. Ce n'est pas seulement les indications selon lesquelles le temps c'est de l'argent. C'est évidemment quelque chose sur lequel Max Weber insiste beaucoup, mais c'est un ethos, c'est-à-dire un mode d'être, une manière d'être. Donc la question du commun, effectivement, c'est aussi une question de la manière d'être, la manière de se conduire dans l'existence. Et pour nous, la question du commun, c'est une question
qui pose dans ce terme-là. Comment se conduire pratiquement? J'insiste là-dessus. Comment se conduire pratiquement? La co-obligation, c'est pour ça que nous avons insisté là-dessus, la co-obligation, c'est la manière dont nous traduisons le commun, le cum munus. Co-obligation, ça renvoie précisément au devoir, à ce que nous devons aux autres. Nous engageons donc une dimension éthique. Faut bien se rappeler, j'insiste là-dessus, Pierre l'a dit, la racine étymologique de ce terme a été complètement oubliée. C'est tout à fait étrange. Commun, commune, communauté sont des termes que nous utilisons sans cesse. Et j'ose dire que nous ne savons pas ce que nous disons quand nous parlons de commun, commune, communauté. Nous ne savons plus ce que cela veut dire. Munus est un terme qui dit la charge, l'obligation, l'œuvre, la fonction, mais toujours dans la dimension de la réciprocité. Émile Benveniste, je ne voudrais pas être trop pédant, mais Émile Benveniste, qui est un linguiste et en même temps un ethnologue, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le vocabulaire des institutions indo-européennes ». Il fait un peu l'histoire de la langue, et en particulier de la langue morale et politique, que nous parlons encore à travers les usages, à travers les langues contemporaines. Et ce qui montre, il consacre beaucoup de pages à commun et à munus. Et pour lui, munus, je crois que c'est très important, c'est le terme dans le registre politique, dans le registre du gouvernement, équivalent à tous les termes qui signifient le don. Le don et le contre-don, dont vous savez sans doute que Marcel Mauss a consacré un essai en 1924. Quand nous parlons de commun, nous sommes donc dans le régime réciprocitaire. Nous sommes dans le registre de la réciprocité. Donc nous sommes aussi dans un registre très ancien, très fondamental dans la coexistence humaine. Et donc, parler aujourd'hui de commun, c'est à la fois parler de formes très neuves, d'une sorte de renouvellement de la langue politique et des pratiques politiques, mais c'est en même temps parler de quelque chose de très ancien, c'est-à-dire de manière d'être avec les autres qui implique l'obligation de rendre, qui implique l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre, la triple obligation. Eh bien, commun, c'est, je dirais, la transposition de cette logique réciprocitaire dans le domaine politique, c'est-à-dire dans le domaine du gouvernement de nos affaires communes, dans le gouvernement de notre agir commun. Voilà, je pense, quelque chose qui est important parce que ce n'est pas simplement, je dirais, du post-capitalisme dont il s'agit, c'est-à-dire de penser à une éthique ou un ethos d'après l'éthique protestante. C'est aussi quelque chose qui renvoie à un fond plus ancien. Voilà. C'est l'éthique protestante, c'est l'esprit du capitalisme, en réalité, qui a été une façon très particulière d'interpréter le don, la logique du don, la logique de la réciprocité. L'utilitarisme ne nie pas complètement le don et le contre-don, mais l'interprète d'une manière très particulière. Et c'est ça qui est, à mon avis, tout à fait fondamental dans le registre de l'éthique que vous évoquez. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, commentaire ici à Sherbrooke ou à Montréal avant de clore et de se quitter? Non. Jacques, si tu veux clore. Je veux clore. Alors, merci beaucoup. Je pense que toutes ces réflexions-là sur le commun, sur notre rapport aux autres, notre rapport à soi, la construction de soi, en tout cas pour le milieu associatif au Québec, les organismes communautaires, dans la situation
qu'on traverse. Je trouve qu'on vit vraiment une mise en forme très forte du néolibéralisme. Et de temps en temps, on croise souvent des sujets néolibéraux. Et d'abord, ils peuvent trouver un appui fort pour... tu sais, les gens t'écoutent la radio et c'est comme naturel. Hein? C'est comme un gros bon sens. Mais là, tu dis... Alors, d'en arriver à trouver, libérer des espaces où il y a... et d'abord, notre corps comme espace et notre rapport à nous-mêmes, je veux dire, de libérer et pouvoir aller dans ces logiques fortes du don et du contre-don et d'amener, d'humaniser notre monde. Alors, ça me paraît... Je trouve que vous faites une contribution fort intéressante. Vous la faites ici à Sherbrooke. Vous allez la faire à Saint-Camille aussi dimanche à 1h30. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller à ce séminaire champêtre-là. Alors, moi, je vous remercie pleinement et merci d'être venu ici à Sherbrooke.